La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoleté. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Au lieu de nous aider à arrêter cette saignée humaine, ce sont des accusations fallacieuses, des mensonges éhontés d'État, englobés dans une diplomatie d'hypocrisie et des menaces voilées pour nous indiquer des partenaires à fréquenter et des conduites à tenir. Nous disons non. Au nom de la même charte des Nations Unies et du droit international que vous évoquez tous et toutes ici à cette tribune, les peuples africains en général et sahéliens en particulier sont résolument engagés à assumer absolument et pleinement leur émancipation totale pour un progrès social véritable. Ainsi, le Burkina Faso liera de façon souveraine ses partenariats avec qui il veut et achètera ses moyens de défense avec qui il veut. Qu'un pays s'appelle Russie, Iran, Turquie, Azerbaïdjan, Cuba, Nicaragua, Corée du Nord, le Burkina Faso y achètera et y vendra librement ses produits sans intermédiaire, encore moins une autorisation de qui que ce soit. Et cela advienne que pourra. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre sur le chaîne Canal K et sur Radio Avoleté, la voix de la résistance africaine. Lorsque les Blancs sont venus en Afrique, ils nous ont appris à plier les yeux fermés. Lorsque nous avons ouvert les yeux, les Blancs avaient nos terres et nous la Bible. C'est avec ces propos du père de l'indépendance, Jomo Kenyatta du Kenya, que nous démarrons ensemble avec vous votre émission La Voix du Peuple dans sa rubrique Interview exclusive. Nous allons aborder des questions sur le plan panafricain. Tous les Africains ont observé depuis quelque temps ce vent de soulèvement populaire, que ce soit en Guinée-Conakry, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, au Niger, et même tout récemment au Gabon, au Sénégal, au Togo, au Cameroun. On a ce sentiment de devenir l'Africain que nous sommes. L'Africain qui veut sa souveraineté. Mais on va débattre. Est-ce que nous avons ces rapports de force-là? Que faisons-nous en tant que panafricains? Nous avons également suivi avec beaucoup de courage, d'audace, de patriotisme, les discours des chefs d'État africains à la 78e section de l'Assemblée générale de l'ONU. Un discours qui a émerveillé beaucoup d'Africains. Nous en parlons aujourd'hui avec notre invité. Il est d'origine camerounaise. Je l'ai croisé ici même à Fribourg, ici en Suisse. Tuetu Philippe, bonjour. Bonjour Sylvain. Est-ce que d'abord j'ai bien prononcé le nom? Pas tout à fait, c'est Tuetu. Tuetu. Merci. Merci. Je vous présenterai plutôt comme étant grand panafricain. Quand on s'est croisé il y a quelques mois en arrière, on m'avait dit Sylvain, je suis un panafricain. Mais ce mot panafricain, on a tendance à ne pas le comprendre comme il faut. Chacun le choisit selon sa manière. Panafricain, je veux défendre l'Afrique, la souveraineté, on va combattre la France, on va combattre l'Occident, on va devenir l'Africain que nous sommes. Mais quel sens donnes-tu, on se tutoie, bien sûr, au panafricanisme? Tuetu. Merci Sylvain, merci de me recevoir sur ce plateau, sur les antennes de la Voix du Peuple, dans cette émission. Moi, d'être présent et d'avoir la possibilité de m'exprimer sur cette thématique. C'est nous qui te remercions beaucoup. Donc, le panafricanisme, c'est vrai, c'est un mot qui remplit beaucoup qui contient beaucoup d'éléments dont on ne sait finalement plus exactement ce que c'est. Je vais donc, pour expliquer un peu le thème ou le mot, commencer un peu par la genèse même du panafricanisme et même du mot panafricanisme. Alors, elle commence, en fait, il y a une histoire autour qui va se tramer. La révolution, c'est la révolution jamaïcaine, caribéenne, plus précisément. Donc, cette révolution qui a eu lieu entre 1791 et 1804 et qui a donc conduit à l'indépendance de Haïti. Lors de la préparation, donc dans la dynamique déjà de cette révolution, plusieurs Noirs caribéens se sont réunis
Et ces mêmes Noirs qui ont revendiqué donc, la révolution et l'indépendance de Haïti, après l'indépendance, se sont réunis parce qu'ils ont constaté effectivement que seul, en tant que pays indépendant, il n'allait suffisamment pas avoir de force contre les loups qui sont autour. Qui sont ces loups? J'en arrive. Nous sommes dans un monde qui a parfois été décrit comme étant dominé par un système capitaliste dans lequel on constate que l'homme est un loup pour l'homme. C'est-à-dire que homo homini lupus en latin. Et qui sont ces loups? Tu fais bien de poser la question. Ben, ce sont ces colons qui avaient la main mise sur les États caribéens, notamment sur Haïti, entre autres. Ce sont ces États, ces personnages, ces groupuscules, cette élite qui avait justement main basse sur la liberté des peuples noirs et qui a donc, par réaction de ces peuples noirs, engendré la révolution et donc l'indépendance de Haïti. Alors, dans la dynamique de ce courant, ces Noirs décident donc de s'associer à d'autres peuples noirs pour renforcer justement leur cohésion et leur force contre les loups. En gros, créer un rapport de force. Exactement, c'était ça le but. Créer un rapport de force entre les peuples qui venaient d'être libres, même s'il s'agit d'abord d'une liberté superficielle, contre les forces des peuples dominateurs qui vont continuer à garder une certaine hégémonie sur ces peuples. Alors c'est alors qu'il s'adresse donc, qu'il décide d'organiser une conférence au début du XXe siècle, 1900, qui aura donc lieu en Angleterre, à Londres, 1900. Lors de la préparation de cette conférence de 1900 à Londres, le public cible est décrit. Ce public-là, c'est tous les Noirs du monde entier, les Noirs américains, les Noirs d'Afrique, les Noirs caribéens, donc tous les peuples noirs soumis, dépourvus de leur liberté, libres, avaient l'autorisation de venir et d'assister à cette conférence. Voilà le public qui était ciblé. Et l'idée était donc de revendiquer l'indépendance des peuples jusqu'alors encore soumis et de proclamer la souveraineté des peuples noirs. Voilà l'idée qui sous-tendait l'organisation de cette conférence. D'où le mot panafricanisme. Et c'est alors justement que pendant la préparation de la conférence, qu'un des auteurs qui avait servi ou qui s'était profilé comme le fondateur même idéologique de la conférence, Joseph Auguste Anténor Firmin, va utiliser pour la première fois le terme pan-africain pour désigner, comme le préfixe pan le dit, tout. Pandémie, c'est-à-dire tout ce qui touche toute la couche de la population, donc pan-africain, donc tous les Africains. D'où l'idée de l'unité africaine aussi. Exactement. Quand on est ensemble, on est plus fort. Exactement. Alors, est-ce que de nos jours, est-ce que tu vois cette unité africaine quand on parle de l'Union africaine? Alors, ça, c'est une question intéressante, Sylvain. C'est que j'avais fait une conférence qui m'avait été demandée par le frère Kossivi sur... Kossivi Oyono d'Agbidon. Exactement, que vous connaissez, que tu connais bien, sur l'Union africaine, chimère ou réalité. Alors, en fait, il faut comprendre que la revendication de l'unité africaine est une réalité. Donc, pourquoi c'est une réalité? Parce que par le passé, nous avons été unis. L'Africain est le premier sur la Terre qui a unifié plusieurs États et créé ce qu'on appelle aujourd'hui une fédération, comme aux États-Unis. Donc, c'est cette fédération qu'on a appelée en langue africaine ancienne Ta-Meri, donc la terre d'Égypte. C'est cette confédération qui a conduit à l'unité des peuples africains. Plusieurs peuples africains vivaient sous le même État, qui était donc gouverné par Narmer, le premier roi de la terre. Et donc, réclamer aujourd'hui une unité africaine n'est pas une fausse idée. Nous l'avons déjà fait.
Il s'agit tout simplement, lorsqu'on veut aller dans le fondement des choses, de se reconnecter à notre passé. Se reconnecter à ce que nous avions déjà réalisé pour le réaliser aujourd'hui. Mais il ne s'agit pas de transporter le passé et de le planter dans le décor d'aujourd'hui. Ça, je voudrais souligner cette nuance-là. Mais il s'agit de se reconnecter, voir les prouesses que nous avons pu réaliser par le passé et se poser la question de savoir est-ce que nous ne pouvons pas réaliser ces prouesses dans les conditions d'aujourd'hui, de nouveau, puisque nous en avons apporté déjà la preuve. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, effectivement, c'est juste de chercher l'Union africaine parce que quelque part, dans notre mémoire inconsciente, nous avons le souvenir que nous l'avions fait. D'accord. Alors, je ne te coupe pas. Quand on parle de l'Union africaine, pour beaucoup d'Africains, elle n'existe que de nom. Puisque sous le regard impuissant des chefs d'État africains, on a tué Muammar Kadhafi. Comment expliquer alors cette Union africaine? Disons que... Quand on a dit qu'on a tué, on a tué, oui. C'est un peu faux. L'Occident a tué Muammar Kadhafi. Oui, tout à fait. Bon, ça fait partir de la mainmise dont je parlais tout à l'heure, de l'Occident, plus précisément, sur certains peuples de la Terre. Si je reviens un peu sur la Genèse, pour répondre à cette question, le panafricanisme à ce moment-là, c'est-à-dire que dans les années 1900, est une entité politique et idéologique. Donc, il s'agit de résumer et de constater les enjeux politiques. Et c'est dans cette dynamique que Marcus Garvey, dans le panafricanisme, il y a déjà, ça c'est un deuxième nom important à retenir, après Antenor Firma, Marcus Garvey en 1914 va créer l'UNIA, Universal Negro Improvement Association, qui a pour but d'améliorer la condition de l'homme noir qui jusqu'alors était un peuple soumis et dont la souveraineté n'était pas reconnue. Reconnue par qui? Par l'Occident. Bon, en 1918, après la fin de la guerre, les vainqueurs de la guerre, les Alliés, se réunissent à Paris lors de la conférence de Paris de 1919 pour signer, pour négocier des accords de paix avec les pays vaincus de la guerre, enfin la soi-disant guerre mondiale, qui en fait n'est pas une guerre mondiale, qui était une guerre européenne, occidentale. Et là aussi, c'est le paradigme linguistique que nous devons corriger dans notre conscience africaine. Nous ne devons plus emprunter le paradigme occidental pour décrire la réalité. Nous devons faire appel à un paradigme africain de pensée. Et dans le paradigme africain, il ne s'agit pas d'une guerre mondiale, c'est une guerre qui a impliqué fortement l'Europe. L'Afrique, en tant que territoire, n'était pas impliquée dans la guerre. Bien sûr que les Africains ont participé à cette guerre, mais ce sont les Occidentaux qui sont venus, si vous voulez, supplier les États africains et les Africains de leur donner quelques soldats afin qu'ils aillent combattre l'ennemi. Mais l'Afrique, en tant qu'État, n'a jamais participé à cette guerre. L'Australie n'a pas participé à cette guerre. Je ne comprends pas pourquoi il faut l'appeler guerre mondiale. Donc, en fait, c'est une guerre européenne. Alors, à la fin de cette guerre en 1919, les États vainqueurs se réunissent avec les vaincus en l'Allemagne pour négocier des accords de paix. Le groupe associatif qui a organisé la conférence de 1900 à Londres s'est réuni et a écrit une pétition adressée aux organisateurs de la conférence de Paris de 1919 pour leur demander qu'ils reconnaissent la souveraineté des peuples africains. En même temps, UNIA, l'organisation de Marcus Garvey, écrit un mémorandum qu'il envoie à la STN, la Société des Nations, pour leur demander, puisque c'est la fin de la guerre et l'Allemagne a perdu la guerre, on lui enlève les colonies, dont le Togo, le Cameroun, entre autres. Dans son mémorandum, Marcus Garvey et ses collaborateurs demandent à la STN que ces pays qu'on enlève de la domination allemande soient déclarés indépendants. Et ça, c'est une question que l'homme africain ne s'est jamais posée. Pourquoi au moment où on enlève les colonies allemandes de la domination allemande, pourquoi on ne les déclare pas indépendants et libres? Pourquoi les placer sous tutelle de la SDN? Pour l'interrogation. Ça, les Africains devraient se poser cette question. Ça veut dire que
il y a en quelque sorte comme une main mise, une organisation de personnes, d'États, de pays qui sont d'accord qu'il faut soumettre l'Afrique, qu'il faut soumettre les peuples, certains peuples de la terre. Et donc, cette demande va être rejetée à la SDN. Curieusement, elle va être rejetée. Vous vous rendez compte? Donc, la demande est rejetée. C'est l'empire allemand de l'Afrique centrale. Marcus Garvey et ses collaborateurs demandent que ça devienne l'empire indépendant de l'Afrique centrale. Mais non, ils vont constituer des États qu'on va donner sous tutelle soit à la Grande-Bretagne, soit à la France. Et c'est comme ça que le Togo devient en partie une colonie britannique et colonie française. Le Cameroun devient en partie colonie britannique et colonie française. Mais avant, elle était colonie allemande. Donc c'est suite à cette conférence. Et donc voilà, pour revenir dans l'historique du panafricanisme, l'idée qui trame donc, c'est toujours, nous réclamons l'indépendance, mais alors l'indépendance réelle des pays africains. Alors, je fais un grand bond en avant, parce que la genèse est en faite, et j'ai donné la définition du panafricanisme, c'est donc un mouvement idéologique et politique soutenu par les intellectuels et les hommes d'État, fondamentalement. C'est ça la définition principale. Et l'idée qu'il faut mettre dans ce paquet panafricanisme, c'est l'idée de la revendication de l'indépendance réelle des États africains et la souveraineté des peuples africains. Le droit des peuples africains de disposer d'eux-mêmes et de pouvoir définir eux-mêmes leur projet de civilisation. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Je vous ai laissé le temps de définir ce mot panafricanisme qui, ces derniers temps, émerveille beaucoup d'Africains. Je suis panafricain. Je le suis. On se réclame. Mais est-ce que nous y travaillons pour avoir le sens de ce vrai panafricanisme? Ça a commencé par ces discours courageux, audacieux, je l'ai dit à l'entame de la décision de cette émission. Oui. Vous l'avez bien suivi en tant que un grand panafricain, ces discours de Mamadi Doumbouya en Guinée-Conakry, de Bassolement du Niger, le ministre d'État, vous l'avez suivi également. En gros, pour résumer, ces chefs d'État ont regardé droit dans les yeux les dirigeants, ou bien les gens qui dirigent actuellement le monde, droit dans les yeux, on a dit cette vérité. Ces vérités ont été aussi dites dans le temps par Thomas Sankara, par Mobutu Sese Seko Ouassagamba, paix à leur âme. Mais est-ce que ces discours ont pu changer quelque chose sur le plan politique, culturel, même traditionnel africain? Alors ça, c'est une excellente question. Moi, je dirais que tant que nous ne nous mettons pas au travail en tant qu'Africains, le discours ne servira à rien. Enfin, il sert à quelque chose parce que nous dénonçons un problème, nous dénonçons une situation. Ce sont que des dénonciations. Voilà. Pour moi, oui, tout à fait. Ce ne sont que des dénonciations. Oui, tout à fait. Elles sont audacieuses, ces dénonciations. Et il faut que ce soit fait dans le contexte de la communication avec notre entourage. Il faut communiquer même avec l'ennemi. Il faut communiquer. C'est la communication qui sera le champ, l'espace que nous créons dans lequel nous allons résoudre les problèmes. Donc la communication est importante et c'est sous cette perspective que je vois le sens de la dénonciation et de la communication. Mais alors, il faut aller au-delà. Il ne faut pas s'arrêter là parce que là, ce n'est qu'une introduction, ce n'est même pas encore le corps du sujet. Mais c'est quand même bien de dénoncer. Oui, tout à fait. Oui, absolument. Je n'en disconviens pas. Je suis tout à fait d'accord à 1000%. Puisque, je ne vous coupe pas, on va continuer. Oui, si vous avez bien suivi le discours surtout qui nous a émerveillé à la rédaction de Radio Avouleté, surtout du Burkina Faso. Le Burkina Faso traverse un moment très difficile depuis 2 ans, ou bien 5 ans, si je ne me trompe pas. Le terrorisme a gagné du terrain dans ce pays. Alors, ils ont commandé des armes. Ils disent qu'on n'a pas d'armes. Le Burkina Faso a commandé des armes auprès des Américains, des Canadiens, même des Belges aussi. Mais ces armes sont bloquées. Tout à fait. Ce qui est malheureux. Et le ministre d'État burkinabé dit droit dans les yeux à la CEDEAO, si vous refusez de nous livrer ces armes, nous allons vous poursuivre pour non-assistance à personne en danger. À état en danger, oui. Ça, c'est très bien. Donc,
Ça, c'est, comment dirais-je, il met à la face du monde, et lui-même, il a si bien dit, ce ministre d'État burkinabé, que je respecte et que je salue en passant, il a si bien dit, il dénonce l'hypocrisie de l'Occident. L'hypocrisie. Voilà. Il dénonce la dissonance entre le parler, donc les discours, et les faits. Dans les discours, les Occidentaux disent qu'ils soutiennent les peuples opprimés, qu'ils sont là pour aider les peuples opprimés. Ce sont de très beaux discours. On n'a pas besoin de les répéter ici à longueur de journée. Mais dans les faits, voilà un exemple illustratif, ils bloquent un État souverain à se procurer, à se procurer des moyens nécessaires pour sa défense. C'est contraire. Voilà pourquoi il parle de dissonance entre les paroles, les discours et les faits. Voilà pourquoi il parle d'hypocrisie de l'Occident. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais comme je dis, et je reviens là-dessus, au-delà de cette dénonciation, après cette dénonciation, si vous voulez, il faut passer à l'étape suivante. Et c'est quoi l'étape suivante? C'est passer à des actes concrets. Pendant que, et ça c'est un acte concret aussi, il a commandé des armes, ça c'est très bien. Mais il faut ajouter à l'étape suivante, après dénonciation et la commande effective des armes, qui est un travail concret, il faut ajouter le fait que j'espère, je ne suis pas dans le sillage du gouvernement burkinabé, mais j'espère qu'ils sont en train de négocier des accords avec des militaires de ces pays où ils ont commandé les armes, afin que ces hauts gradés de l'école militaire, dans un échange de partenariat, viennent apprendre aux militaires ou aux écoles militaires burkinabés la fabrication des armes. Parce que nous avons... Vous voulez qu'on il y a une autosuffisance aussi sur tous les plans. C'est ça, tout à fait. On s'autosuffit. Exactement. On ne tend pas tout le temps la main vers les autres. Exactement. Et c'est ça l'indépendance réelle dont il s'agit. L'indépendance, ce n'est pas de proclamer le 1er janvier 1804 pour Haïti ou le 1er janvier 1960 pour le Cameroun et pour le Togo, j'imagine. Ce n'est pas de déclarer que désormais vous êtes indépendant. Mais non, il y a des accords au-delà de cette déclaration qui sont des accords militaires aussi. On va y arriver. Tout à l'heure, je pense que tu es d'accord avec nous qu'il faut un rapport de force. Tout à fait, oui. Tu l'avais dit à la fin de cette émission. Exactement. Lorsqu'on a fini de tenir ce discours qui a émerveillé beaucoup d'Africains, Mamadi Doumbouya à Guinée-Conakry était accueilli en crampon. Dans beaucoup de pays aussi, on est fiers. Moi-même, quand j'ai écouté ce discours, j'étais très content de ces dirigeants africains. Alors, comment nous, peuples, pouvons soutenir ces dirigeants-là? Parce que des fois, il y a même des dictateurs qui soutiennent également ce discours panafricain. Alors, le soutien pour l'indépendance réelle de l'Afrique va arriver à deux échelles. À l'échelle étatique et à l'échelle des pays. Donc, à l'échelle des États, il faut premièrement créer des relations diplomatiques avec les pays caribéens. Ça, c'est la première chose. Aucun État africain dit indépendant aujourd'hui entretient des relations diplomatiques de fraternité et de solidarité, au sens étymologique même du terme solidarité. Qu'est-ce que ça veut dire? Solidarité signifie, c'est-à-dire que dans le terme solidarité, il y a le mot solidus, latin, duquel dérive le terme solide en français. Donc dans solidarité, solidus, solide, il s'agit d'exprimer une cohésion. On reprend des éléments dispersés par-ci par-là, qu'on les remet ensemble pour former un bloc solide, solidus, solidarité. Un bloc solide qui va être capable de résister aux agressions extérieures, aux agressions exogènes. Toute forme d'agression, que ce soit des agressions culturelles ou intellectuelles ou mentales. Donc, un bloc solide. Et c'est ce bloc solide qu'on appelle de solidarité et de fraternité que les États doivent entretenir
avec les États noirs éparpillés dans le reste du monde. Parce que l'Afrique est le continent mère. Donc, premièrement, au lendemain, ces États africains, que ce soit le président Mamadou Doumbouya, que ce soit le président Ibrahima Traoré, que ce soit le président Assimi Goïta, ou n'importe quel autre président d'Afrique, s'il veut être réel et efficace dans la liberté, doit, entretenir des relations de fraternité et de solidarité avec ces pays caribéens, par exemple. Tous les pays où se trouvent les Noirs. Ça, c'est très important pour former cette cohésion. Un pays qui est attaqué dans un coin du monde, l'Afrique devrait se sentir concernée et se sentir attaquée, un peu exactement comme l'alliance qui se crée entre le Niger, le Mali et le Burkina. Donc voilà, la deuxième chose au niveau des États, c'est de mettre les moyens pratiques, concrets, sur le terrain, dans la société civile, à créer des écoles qui vont assurer l'éducation afrocentrée de l'enfant africain et de l'homme africain. Donc ce travail doit commencer dès maintenant. Dès maintenant, sinon c'est peine perdue. Puisque tu es tu, hein, Oui. Désolé si je ne prononce pas bien. Non, c'est très bien, merci. Alors, certains Africains me disent que Sylvain, on est content de ces discours, mais on se pose des questions. La question fâche, mais je vais quand même la poser. Est-ce qu'on n'est pas tout resté longtemps dans la victimisation, de la dénonciation? Est-ce qu'on ne s'est pas attardé sur ça, qu'on ait travaillé? Alors, je vous donne raison, nous sommes trop restés longtemps dans la victimisation. Et on est victime, on peut l'accepter, on peut dénoncer. Oui, mais est-ce qu'on n'est pas... Je suis victime, et puis on est là. Et puis on n'avance plus, c'est-à-dire que ça devient un état d'esprit. Donc, au lieu d'être une phase de la croissance et du développement de notre identité, c'est devenu un état d'esprit dans lequel on se sent bien, on est confortable dans la posture de victime. Pourquoi? Parce qu'on reçoit l'assistance de l'étranger. Ah oui, mon cher, mais qu'est-ce que tu as subi, l'esclavage. Donc, on bénéficie de cette assistance et on se sent confortable dans cette posture de victime. Voilà pourquoi on reste là-dedans. Mais c'est à nous de devenir des êtres rationnels. En quoi faisant? Puisque nous sommes une émission de formation, on apprend, hein. Bravo à nous tous, puisqu'on veut apprendre, on ne veut pas qu'être victime, on veut aller à des actions concrètes. Qu'est-ce que je dois faire en tant qu'Africain lambda? Les dirigeants nous ont montré encore la voie, ils ont dénoncé à l'ONU. Oui, on est là pour combattre maintenant l'Occident, contrat gagnant-gagnant, mais après on ne fait rien. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Alors, j'ai parlé... Je me répète, mais... Tout à fait, oui. Tout à fait, non, je suis d'accord avec vous. Si tu m'as bien suivi, j'ai parlé tout à l'heure de ce que les États doivent faire. J'ai un peu ébauché, je ne veux pas non plus être celui qui est le donneur de leçons. Hein. Donc, c'est à prendre un peu avec... c'est à nuancer un tout petit peu. Mais puisque tu demandes ce qu'on pourrait éventuellement faire, j'ai mis prête. Et au niveau de la société civile, le citoyen lambda, qu'est-ce qu'il peut faire? Premièrement, il doit aller s'informer de l'histoire de l'Afrique. Ça, c'est la première chose fondamentale. On ne le fait pas suffisamment. On ne le fait pas assez. On est tout le temps occupé. Nous parlons de nous qui sommes maintenant en Europe. On est tout le temps occupé. Je travaille trop, je n'ai pas de temps où je me sens déjà à l'aise en Europe. Donc, l'Afrique, ça ne me concerne pas trop. Malheureusement, oui. Quand on nous appelle à des réunions, je m'en fous, je n'ai pas le temps. Mais, excusez-nous, s'il faut aller faire une fête, on est quand même... On trouve le temps. On trouve le temps pour ça. Ben voilà. Et c'est ça, justement, le bas qui blesse. Donc, il faut que le citoyen lambda, la première chose, s'il est capable de lire et d'écrire, qu'il aille s'informer, qu'il va chercher des livres d'histoire écrits par des historiens africains. Parce qu'il s'agit en même temps de prendre connaissance de l'histoire, mais aussi et surtout en même temps de s'éduquer sur le paradigme africain de pensée. Donc, les auteurs africains sont à privilégier. Il ne s'agit pas d'aller lire un livre écrit par Bernard Lougan, qui est un historien français qui écrit sur l'Afrique. Tu vous êtes raciste? Non, je ne suis pas raciste. Parce que vous pensez que des livres africains, oui. On ne sait jamais. Non, voyez-vous, ça aussi, c'est une question un peu fondamentale, juste pour la petite blague. Non, lorsque le blanc, lorsque vous rencontrez un blanc qui dit oui, mais celui-là, c'est sale nègre et tout ça. Mais après, vous dites, mais moi, je ne suis pas raciste. Hein. Mon meilleur ami, c'est un noir. Hein. Voilà. Non, moi, je crois que ce n'est pas ça. Nous, on n'est pas là pour faire le racisme à rebours. Non, on est là pour édifier
les peuples africains, le citoyen africain, a construit une identité africaine, tout comme l'Européen a construit son identité européenne. L'identité européenne n'a pas toujours été donnée. Ils l'ont construit à partir de l'époque des Sarrasins, lorsqu'il fallait chasser, lorsqu'au niveau de l'Espagne, il fallait chasser l'envahisseur arabe. C'est à ce moment-là que les Espagnols ont demandé l'aide de tous les autres Européens, les Français, les Allemands, et ils se sont tous réunis pour chasser l'arabe qui était installé entre le 8e et le 14e siècle en Espagne et qui occupait tout le sud de l'Europe. Donc, l'identité européenne naît à ce moment-là. Avant, ils ne se savaient pas comme peuple réuni. Nous aussi, on a le droit de construire une identité africaine. En quoi faisons-nous? Alors, la première chose, c'est saisir du paradigme africain de pensée. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Prendre un livre écrit par un auteur africain noir ou caribéen, ou peu importe noir de quelle partie du monde. Par exemple, Théophile Obenga a écrit beaucoup de livres. Prendre un livre que Théophile Obenga a écrit, que Omotunde a écrit, que Cheikh Anta Diop a écrit, ils sont très nombreux, je ne vais pas les citer tous ici, et les lire. Parce qu'en les lisant... Je suis d'accord avec toi, on se tutoie parce qu'on est africain, c'est le panafricanisme, on est des frères, on dit souvent. Alors, on m'a dit aussi, Amos, je m'appelle ce Sitou qui veut dire la paix, on me dit s'il faut cacher certaines choses aux Africains, il faut les mettre dans un livre parce qu'on ne lit pas. C'est pas nous insulter. Hein. Moi non plus, je lis, mais je ne reconnais pas trop, mais je lis quand même. Mais il y a certains qui ne veulent même pas lire. Même quand nous faisons ces émissions-là, c'est pour nous les Africains. On ne donne pas de leçons à nos frères, mais on veut que l'Afrique soit une Afrique unie, basée sur le sens du panafricanisme. Tout à fait, oui. Donc, pour l'Africain qui ne lit pas, c'est vrai, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup parce que nous sommes, si vous voulez, par erreur, concentrés à chercher à satisfaire nos besoins matériels, toujours en train de courir après l'argent, courir après les fêtes, on a le sens du rythme, courir après le matériel, les meilleures voitures qu'il y a sur la terre, les meilleures maisons, construire, etc., les meilleures funérailles, le meilleur enterrement de mon père ou de n'importe qui. Donc c'est ça le malheur, le drame, si vous voulez, de la société africaine. C'est quelque chose de négatif qui gangrène un peu l'évolution, qui retarde un peu l'évolution de l'Afrique. Ça veut dire que deuxième étape pour donc pallier à ce problème, pour ceux qui ne peuvent pas lire, et là, je t'apprécie beaucoup, Sylvain, c'est de faire ce genre d'émission. C'est de faire ce genre d'émission pour sensibiliser ces jeunes Africains qui n'ont pas accès aux livres. Soit parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'acheter, soit parce qu'ils n'aiment pas la lecture, ou parce qu'ils n'ont pas eu la chance de l'alphabétisation. Donc, ces genres d'émissions, ils peuvent au moins écouter. Ils peuvent s'informer. Et le but avec ce genre d'émission, c'est de diffuser au maximum la connaissance que nous tirons des livres. Donc, c'est un travail de diffusion que je salue. Et ça, c'est la deuxième chose qu'il faut faire. Diffuser au maximum, soit par des médias et par des émissions comme celle d'aujourd'hui, La Voix du Peuple, soit par d'autres canaux, la presse écrite, soit par des conférences, aussi simple que ça, par des petites conférences qu'on va faire au jour le jour par ceux qui maîtrisent un peu la thématique. Et ça ne doit pas être des grandes conférences, des séances de discussion. Ça peut être au quartier, ça peut être dans des établissements scolaires, ça peut être dans les universités pour ceux qui sont un peu plus évolués dans la connaissance de l'histoire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la connaissance et l'apprentissage des langues africaines. Ça, il le faut nécessairement. Tout à l'heure, dans nos discussions avant l'émission, on a constaté, toi et moi, que l'Africain compte deux langues voisines comme deux langues étrangères, deux langues complètement différentes, ce qui est faux. Nous l'avons constaté. On dit qu'au Cameroun, vous avez presque 200 dialectes. Voilà, ce qui est tout à fait faux. Donc, apprendre les langues africaines vont nous permettre de vaincre certaines barrières selon lesquelles toi, tu n'es pas mon frère parce que tu parles une autre langue. Ce qui est complètement faux. Ça, c'est l'Occident, c'est le paradigme occidental avec l'école coloniale qui nous a mis ça dans le cerveau. Et il faut décoloniser notre mentalité. On va faire un débat spécial sur... Donc, c'est ça la deuxième chose. Africaines. Voilà, la connaissance des langues africaines. Parce que c'est dans les langues africaines que se trouve toute la sagesse africaine. Tout le monde disait avec raison que si nous entrons dans les langues africaines, nous allons découvrir un univers de connaissances et de sagesse mais incroyable.
Et ça va nous servir d'inspiration où on va trouver des solutions aux problèmes qui minent aujourd'hui même notre société africaine. Et en prenant ces solutions et en les appliquant dans la vie d'aujourd'hui, on va dépasser l'Occident. C'est-à-dire que la civilisation se trouve dans nos langues africaines, dans les rituels africains et dans la tradition africaine. Voilà pourquoi il faut la connaître et la maîtriser. Il ne faut pas juste la connaître de surface. Quand on va au village, oui, bon voilà, on fait quelques danses traditionnelles. Bon, j'étais au village, c'est très beau. Non, il faut entrer dans cet univers et tirer des connaissances là-dedans pour bâtir aujourd'hui. D'accord. On va conclure cette émission, cette interview exclusive que vous avez bien voulu nous accorder ici, hein, à Radio Canal K, Radio Avouleté. Avouleté, c'est en langue, on parle de langue, c'est en Milan, au sud du Togo, qui veut dire la lutte continue. Les Maliens me l'ont appris, au Mali, Avouleté veut dire qu'elle est Tanye. Et au Congo, Bitumba Masuka. C'est bien de les apprendre, ça fait du bien. Quand moi je dis Avouleté, je suis très fort, je me sens plus fort quand je le dis à la voix de la résistance. On va conclure cet entretien exclusif. On a parlé du panafricanisme. Vous avez élaboré cet esprit panafricain qui ont animé nos arrière-grands-pères. Maintenant, l'unité africaine, franchement, on ne le voit pas tellement. Ça langue de bois. Comment y arriver à cette unité africaine? Comment créer également ce rapport de force après ces discours courageux, et audacieux, patriotiques, souverainistes tenus par le dirigeant africain à la 78e session de l'Assemblée générale à l'ONU? Comment créer un rapport de force sur tous les plans? Que direz-vous pour conclure cet entretien possible? Alors, encore 2 points. Il faut créer un espace économique fort. L'économie. L'économie. Un espace économique fort. Et c'est ça. Donc, ça suppose qu'il faut se débarrasser, par exemple, de la monnaie coloniale. Ça, c'est un des accords coloniaux que nous avons qui continuent d'exister sur le continent africain, qui prouvent que, justement que les indépendances sont des indépendances épidermiques, c'est-à-dire de surface. Et donc, il faut passer l'éponge sur ces accords coloniaux, éliminer le franc CFA, encourager l'entrepreneuriat africain. L'Afrique aujourd'hui est bondée, n'est-ce pas, de jeunes talents. C'est-à-dire que l'âge moyen de l'homme africain se situe entre... Faire tuer tout pour consommer africain. Voilà, exactement, consommer africain. Et donc, c'est ça. Voilà ce qu'au niveau de la société civile, on peut faire. Encourager les jeunes qui fabriquent des voitures en Afrique. On les voit souvent dans certains journaux, des jeunes qui se débrouillent au quartier et qui finalement assemblent plusieurs ferrailles et tac, il a déjà une voiture qu'il a fabriquée. Mais il n'a pas le soutien. Tout ça là rentre dans comment créer les rapports de force. Voilà, oui, c'est ça le rapport. Non, c'est pas que le discours, c'est le rapport de force, il est économique. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où l'être humain n'est plus homo sapiens, dit-on, mais c'est homo economicus, l'homme économique. Donc il faut fabriquer cet homme africain économique qui non seulement qui détient la force économique, mais qui détient aussi la technologie pour accéder à la puissance économique. La Chine, aujourd'hui, en tant que puissance économique, n'a pas dû faire une guerre pour être à ce niveau. Le Japon a même perdu la guerre, si vous voulez, mais c'est une puissance économique. Donc, il faut encourager, il faut créer un tissu économique, il faut voter des lois, il faut encourager les jeunes à produire. Et nous avons les moyens de base nécessaires pour ça. Nous avons les matières premières nécessaires. Aussi bien les humains, les hommes, que les matières qu'on trouve sur la Terre et dans la Terre. Nous les avons. Notre climat pour les plaques solaires, c'est gratuit toute l'année. Nous n'avons même pas d'hiver. Donc, il faut encourager les jeunes à produire. Et c'est ça qui va nous donner la force économique. Nous avons la population pour ça, 1,5 milliard d'habitants sur la Terre, en Afrique. Ensuite, les moyens militaires. Nous l'avons déjà dit au début, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Ensuite, l'éducation. Nelson Mandela a dit, si tu veux détruire un peuple, qu'est-ce qu'on fait? Le système éducatif. C'est ça la clé de voûte. Et les Européens l'ont compris. C'est pour ça qu'un des accords coloniaux, c'est qu'eux, ils décident quels sont les livres qui seront enseignés aux enfants depuis l'école primaire jusqu'à l'université. C'est ça, ça se décide pour l'Afrique francophone, ça se décide en France. Vous ne pouvez pas créer votre école aujourd'hui et vous enseigner n'importe quoi, on va vous stopper tout de suite. Hein. Donc, voilà, pour venir à la conclusion, j'invite tous les Africains qui suivent ce genre d'émission, je les encourage à suivre davantage pour s'informer, je les encourage à se cultiver. Chers frères, chères sœurs, cultive-toi, informe-toi de l'histoire de l'Afrique, parce que l'histoire, c'est la connaissance qui est basée sur le passé, mais qui va te permettre de structurer le présent
et de planifier l'avenir, le futur. Donc il est important de comprendre les enjeux des événements courants du passé. Et retiens une chose, c'est que l'esclavage, la traite négrière et la colonisation ne sont pas l'histoire de l'Afrique. C'est une parenthèse à l'histoire de l'Afrique. L'Afrique c'est-à-dire que c'est une interruption. L'esclavage est une interruption de l'histoire de l'Afrique. La colonisation est une interruption de l'histoire de l'Afrique. Donc, après ces interruptions, il faut fermer la parenthèse et revenir sur la véritable histoire de l'Afrique, ressaisir quel était le fil conducteur de l'histoire de l'Afrique qui a été interrompu par la colonisation, la traite négrière et l'esclavage. Et ce fil conducteur de l'histoire de l'Afrique, il faut aller la saisir dans les documents, dans les émissions, dans les conférences, dans les discussions avec les aînés, avec ceux qui s'informent, discuter avec les professeurs, les enseignants et informez-vous, cultivez-vous parce que c'est ça, c'est cette génération, c'est cette culture, c'est cette information qui va vous donner les moyens nécessaires contre les agressions culturelles, intellectuelles, mentales et psychologiques dont nous sommes victimes par l'Occident sur l'Afrique. Ça, c'est très important de le comprendre et c'est le message que je voulais passer. En tout cas, merci infiniment. Merci, mon frère. Cher frère, tu es Philippe, un grand panafricain d'ailleurs, ici même à Fribourg. Ainsi prend fin cette émission, La Voix du Peuple sur Canal K sur Radio Avouleté. Nous allons nous souvenir encore de ce message fort de feu Thomas Sankara, le Burkinabé, paix à son âme, qui nous disait, c'est très fort, tu. Il disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. Tétu là, continue en disant que seule la lutte libère. Donc la résistance doit continuer. Merci à vous et à très bientôt. Radio Avouleté. La voix de la résistance africaine.